Mon père m'a appelé après 4 ans, on parlera à la remise des diplômes. J'ai répondu, tu as oublié avoir dit que je n'en valais pas la peine? Il est resté silencieux puis, je suis monté sur scène via une médaille Whitfield. Mon père a appelé, après 4 ans de silence. On se parlera à la remise des diplômes, a-t-il dit. J'ai répondu, tu as oublié avoir dit que je n'en valais pas la peine? Il est resté silencieux. Ensuite, je suis monté sur scène, pour recevoir la médaille Whitfield. Je m'appelle Francesca Delaney, et j'ai 23 ans. Il y a 3 semaines, je me tenais sur l'estrade, devant 3,200 personnes. Mes parents. Qui avait refusé de payer mes études parce qu'ils pensaient que je n'en valais pas la peine, étaient assis au premier rang. Leur visage était livide, totalement décoloré. Ils étaient venus pour voir ma sœur jumelle obtenir son diplôme. Ils n'avaient aucune idée, absolument aucune, que j'étais là. Ils ne se doutaient pas que c'est moi qui prononcerais le discours d'ouverture. Mais l'histoire ne commence pas à la remise des diplômes. Elle a commencé il y a 5 ans, dans le salon de mes parents. Quand mon père m'a regardé droit dans les yeux pour me dire une chose, que je n'oublierai jamais. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez un moment pour liker va vous abonner. Mais seulement si vous appréciez ce récit. Dites-moi aussi, dans les commentaires, d'où vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous. Laissez-moi vous ramener à cette soirée ensoleillée de 2020. Les lettres d'admission sont toutes arrivées le même mardi après-midi, en avril. Méline a été acceptée à l'université de Whitmore, une institution privée prestigieuse. Avec des frais de scolarité de 68,000 $ par an. Moi, j'ai été admise à Eastbrook State, une excellente université publique, dont les frais annuels s'élevaient à 27,000 $. C'était encore cher, mais raisonnable. Ce soir-là, mon père a convoqué une réunion de famille dans le salon. Nous devons parler de finances, a-t-il commencé, en s'enfonçant dans son fauteuil en cuir. Comme un PDG s'adressant à des actionnaires. Maman était assise sur le canapé, les mains jointes. Méline se tenait près de la fenêtre, rayonnante d'excitation. Moi, j'étais assise en face de mon père, tenant encore ma lettre d'admission. Méline, a dit mon père. Nous allons financer l'intégralité de tes études à Whitmore, le logement, la nourriture, tout. Méline a poussé un cri de joie. Maman a souri. Puis, mon père s'est tourné vers moi. Francesca, nous avons choisi de ne pas financer tes études. Les mots n'ont pas percuté tout de suite. Je m'en excuse. Mais Méline possède un potentiel de leadership. Elle sait réseauter. Elle fera un bon mariage. Créera des relations solides. C'est un investissement sûr. Il a marqué une pause. Ce qui est arrivé ensuite a été comme un poignard glissé entre mes côtes. Tu es intelligente, Francesca, mais tu n'es pas unique. Avec toi, il n'y a pas de retour sur investissement. J'ai regardé maman. Elle a refusé de croiser mon regard. J'ai regardé Méline. Elle envoyait déjà des messages à quelqu'un, probablement pour annoncer la bonne nouvelle. Alors j'ai dû me débrouiller seul. Papa a haussé les épaules, tu as de la ressource. Tu t'en sortiras. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'avais déjà assez souffert, au fil des ans, pour les anniversaires oubliés. Les cadeaux de seconde main, les photos de famille dont j'étais coupé au montage. Au lieu de cela, je me suis assise dans ma chambre, et j'ai eu une prise de conscience radicale. Pour mes parents, je n'étais pas leur fille. J'étais un mauvais investissement. Mais mon père n'avait aucune idée, et personne d'autre dans la famille non plus, que sa décision allait changer tout le cours de ma vie. 5 ans plus tard, il allait en subir les conséquences devant des milliers de personnes. Pourtant, ce n'était pas nouveau. Le favoritisme avait toujours existé, tissé dans la trame de notre famille. Comme un motif laid que tout le monde essayait d'ignorer. À nos 17 ans, Méline a reçu une magnifique Honda Civic neuve, avec un ruban rouge. Moi, j'ai récupéré son vieil ordinateur portable. Avec un écran fissuré et une batterie qui tenait 45 minutes. Nous ne pouvons pas nous permettre 2 voitures,
avait admis maman, d'un air penaud. Pourtant, il pouvait se permettre les voyages au ski de Méline, ses tenues de bal luxueuses. Et ses étés en Espagne. Les voyages en famille étaient le pire. Méline avait toujours sa propre chambre d'hôtel. Moi, je dormais sur des canapés dépliables dans les couloirs une fois. Même dans un placard que le complexe hôtelier appelait un « coin charmant ». Méline était toujours au centre de chaque portrait de famille, radieuse. Moi, j'étais toujours au bord, parfois coupé sur les bords, comme un détail oublié. Quand j'ai fini par en parler à maman, j'avais 18 ans et je voulais des réponses. Elle a simplement soupiré, tu t'imagines des choses. Chérie. Nous vous aimons toutes les deux de la même manière. Mais les actes ne manquent pas. Quelques mois avant le choix de l'université, j'ai trouvé le téléphone de maman déverrouillé sur le comptoir. Une discussion avec ma tante Déborah était ouverte. Je n'aurais pas dû lire, mais je l'ai fait. Pauvre Francesca, écrivait maman. Mais Richard a raison. Elle ne sort pas du lot. Nous devons être pragmatiques. J'ai posé le téléphone et je suis parti. Cette nuit-là, j'ai pris une décision que personne ne connaissait. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais me prouver quelque chose. J'ai ouvert mon ordinateur cassé, et j'ai cherché des bourses complètes pour étudiants indépendants. La page chargeait lentement, mais ce que j'ai découvert allait tout changer. J'ai fini mes calculs vers 1h45 du matin. J'étais assise par terre, dans ma chambre, avec un cahier et une calculatrice. Eastbrook State coûtait 27,000 $ par an. Sur 5 ans, cela faisait 135,000 $. La contribution de mes parents était de 0. Mes économies de job d'été étaient de 2,7 cents $. L'écart était immense. Si je ne le comblais pas, j'avais 3 choix, abandonnés avant même de commencer. M'endetter sur des décennies, ou étudier à temps partiel en travaillant à plein temps. Ce qui ferait durer mes études 7 ans. Tous les chemins menaient à la même destination. Devenir exactement ce que mon père disait que j'étais. L'échec, le mauvais investissement, la jumelle ratée. J'entendais déjà les discussions de famille à Thanksgiving. Méline s'en sort super bien à Whitmore. Francesca essaie encore de trouver sa voie. Mais il ne s'agissait pas seulement de leur donner tort. Il s'agissait de me donner raison. J'ai parcouru les bases de données de bourse jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Les critères principaux étaient les recommandations, les essais. Et la preuve de nécessité financière. Certains étaient des arnaques. D'autres avaient des délais dépassés. Puis, j'ai trouvé. Eastbrook proposait un programme de bourse au mérite. Pour les étudiants de première génération et les étudiants indépendants. Les frais étaient couverts en totalité, avec une allocation de subsistance. Le piège ? Seuls 6 étudiants étaient choisis chaque année. La compétition était féroce. J'ai enregistré le lien. J'ai continué à faire défiler les pages. Et c'est là que je suis tombé sur le nom qui allait transformer ma vie. La bourse Whitfield. Seuls 24 étudiants, au niveau national, reçoivent cette bourse complète, qui inclut 12,000 $ de frais de vie annuels. J'ai ri nerveusement. Il n'y avait que 24 étudiants dans tout le pays. Quelles étaient mes chances ? Mais je l'ai mise en favori quand même. J'avais 2 options. Accepter la vie que mes parents avaient prévue pour moi, ou créer la mienne. J'ai choisi la deuxième option. Mais pour cela, j'avais besoin d'une stratégie, et vite. Cet été-là, j'ai rempli un cahier entier. Chaque page était un calcul. Chaque marge était un plan. Job numéro 1, barista au Morning Grain, un café universitaire, de 5h30 à 8h30. Revenu estimé, 900 $ par mois. Job numéro 2, personnel de nettoyage pour les résidences universitaires, le week-end. 450 $ par mois. Job numéro 3, assistante d'enseignement au département d'économie. Si je l'obtenais, c'était 350 $ de plus. Total, 1,7 cents $ par mois, soit environ 20,4 cents $ par an.
Il manquait encore 6,6 cents pour la scolarité. Cet écart devait être comblé par des bourses au mérite, celles qu'on gagne par le travail. J'ai trouvé l'appartement le moins cher, à distance de marche de l'université. Une petite chambre dans une maison partagée avec 4 autres étudiants. 325 $ par mois, charges comprises, pas de parking, pas de clim, aucune intimité. Ça ferait l'affaire. Mon emploi du temps est devenu une routine sévère, mais précise. 5h30, travail au café. 9h30 à 17h30, cours. 18h30 à 22h30, études, petit boulot, ou responsabilité d'assistante. Sommeil, 23h30 à 4h30. 5 à 6 heures de sommeil par nuit, pendant 5 ans. Méline m'envoyait des photos de son voyage à Canquin avec des amis, plage au coucher du soleil. Margarita va rire. C'était une semaine avant mon départ pour l'université. Moi, je rangeais ma couette de friperie dans une valise d'occasion. Nos vies divergeaient déjà, alors que nous n'avions même pas commencé. Mais c'est ce qui m'a fait tenir. Chaque soir, avant de dormir, je me murmurais la même chose. C'est le prix de la liberté. La liberté face à leurs attentes. La liberté face à leur jugement. La liberté de ne plus avoir besoin de leur approbation. Je ne savais pas à quel point j'avais raison. Et je ne savais pas que, quelque part sur le campus d'Eastbrook, il y avait un professeur qui verrait en moi ce que mes propres parents n'avaient pas vu. Pendant l'année de première année, Thanksgiving est arrivé. J'étais seul dans ma petite chambre louée. J'ai tenu le téléphone contre mon oreille, écoutant les bruits de la maison. Les rires en arrière-plan, le bruit de la vaisselle. L'agitation joyeuse d'une réunion de famille à laquelle je n'étais pas invité. Allô, Francesca. La voix de maman semblait lointaine, préoccupée. Salut, maman. Joyeux Thanksgiving. Oh, oui. Joyeux Thanksgiving, ma puce. Comment ça va? Ça va. Est-ce que papa est là? Je peux lui parler? Un silence. Puis j'ai entendu sa voix au loin, étouffée mais distincte, dis-lui que je suis occupé. Les mots sont tombés comme des pierres. La voix de maman est devenue trop enjouée. Ton père est en plein milieu de quelque chose. Méline vient de raconter une anecdote tellement drôle. C'est pas grave, maman. Tu manges assez? Tu as besoin de quelque chose? J'ai regardé autour de moi, les ramens instantanés sur mon bureau, la couverture d'occasion. Et le manuel que j'avais emprunté à la bibliothèque car je n'avais pas les moyens de l'acheter. Non, maman. Je n'ai besoin de rien. D'accord. On t'aime. Je vous aime aussi. J'ai raccroché. J'ai ouvert Facebook. La première chose que j'ai vue, c'était une photo que Méline venait de partager. Maman, papa et Méline étaient à table. Les bougies étaient allumées. La dinde fumait. La légende, reconnaissante pour ma merveilleuse famille. Ma merveilleuse famille. J'ai fixé la photo. Il y avait 3 couverts. 3 chaises, pas 4. Ils n'avaient même pas gardé une place pour moi. Je suis resté là longtemps, à contempler l'image. Quelque chose a changé en moi cette nuit-là. La douleur que je portais depuis des années, ce désir de reconnaissance et d'amour. Ça n'a pas disparu, mais ça s'est transformé. Ça s'est vidé. Et là où il y avait de la souffrance, il n'y avait plus qu'un vide silencieux. Curieusement, ce vide m'a apporté ce que la douleur ne m'avait jamais donné, de la clarté. 2e semestre. Cours de microéconomie 111. Le docteur Helen Carter était une légende à Eastbrook. 28 ans d'enseignement, publié dans toutes les revues majeures. Une réputation terrifiante. Les étudiants murmuraient qu'elle n'avait pas donné de PAV depuis 6 ans. J'étais au 4e rang. Je prenais des notes détaillées. J'ai rendu mon premier essai, espérant au mieux un B. Le document m'est revenu avec 2 lettres en haut, A. Un message à l'encre rouge figurait sous la note, « Venez me voir après le cours ». Mon cœur a sombré. Qu'est-ce que j'avais fait de mal?
Après la leçon, je me suis approché de son bureau. Le docteur Carter rangeait ses affaires, ses cheveux argentés attachés en un chignon serré. Francesca Delaney. Oui, madame. Asseyez-vous. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Cet essai est l'un des meilleurs exemples de rédaction étudiante que j'ai lu en 18 ans. Où avez-vous étudié avant? Rien d'exceptionnel. Lycée public. Pas de cours avancés. Et votre famille? Des universitaires? J'ai hésité. Ma famille ne soutient pas mes études, ni financièrement, ni autrement. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir. Le docteur Carter a posé son stylo. Dites-moi plus. Alors, je l'ai fait. Pour la première fois, j'ai raconté toute l'histoire. Le favoritisme, le rejet, les 4 boulots, les 5 heures de sommeil. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse longtemps. Puis, elle a dit une chose qui a changé ma trajectoire à jamais. Avez-vous entendu parler de la bourse Whitfield? J'ai hoché la tête lentement. Je l'ai vu, mais c'est impossible. Elle a rétorqué. Il y a 24 lauréats dans tout le pays. Ceux qui obtiennent la bourse complète et l'allocation de subsistance prononcent le discours de clôture lors de la remise des diplômes. Elle s'est penchée en avant. Francesca, vous avez un potentiel énorme. Mais le potentiel n'est rien si personne ne le reconnaît. Permettez-moi de vous aider à vous faire remarquer. Les 3 années suivantes ont été une routine implacable. Réveil à 4h30. Café à 5h. Cours à 9h. Bibliothèque jusqu'à 1h du matin. Dormir et recommencer. J'ai raté toutes les fêtes, tous les matchs, toutes les sorties pizza. Pendant que les autres se créaient des souvenirs. Je maintenais une moyenne parfaite de 4.0 pendant 8 semestres consécutifs. Il y a eu des moments où j'ai failli craquer. Une fois, je me suis évanoui pendant mon service au café. Épuisement, a expliqué le médecin. Déshydratation. J'étais de retour au travail le lendemain. Une autre fois, j'étais assise dans ma voiture qui appartenait en fait à Riz Callahan. Elle me l'avait prêtée pour un entretien et j'ai sangloté pendant 20 minutes. Pas pour une raison précise, mais parce que tout s'accumulait depuis des années. Mais j'ai continué. En 3e année, le docteur Carter m'a convoqué. Je te nomme pour la Whitfield. Je l'ai regardé, incrédule. Vous êtes sérieuse? 9 essais et 4 séries d'entretiens. Ce sera la chose la plus difficile que tu aies jamais faite. Elle a marqué une pause. Mais tu as déjà survécu à bien pire. La candidature a pris 10 semaines de ma vie. Des essais sur la résilience, le leadership, la vision. Des entretiens téléphoniques, des vérifications d'antécédents. Méline m'a envoyé un message au milieu de tout ça. Le premier depuis des mois. Maman dit que tu ne rentres plus pour Noël. C'est un peu triste, pour être honnête. J'ai lu le message. J'ai posé le téléphone face contre table, et je suis retourné à mon essai. La vérité? Je n'avais pas les moyens de payer le billet d'avion. Et même si je les avais eus, je n'étais pas sûr de vouloir y aller. Ce Noël-là. Je suis resté seul avec mes ramans et un mini sapin en papier que Riz m'avait fabriqué. Pas de famille, pas de cadeaux, pas de drame. Ce fut le Noël le plus relaxant de ma vie. L'email est arrivé à 6h52, un mardi de septembre de ma dernière année. Objet, Fondation Whitfield, avis pour le tour final. Mes mains tremblaient tellement que je n'arrivais pas à faire défiler l'écran. Chère Miss Delaney, félicitations. Sur 240 candidats. Vous avez été choisi parmi les 60 finalistes. Le dernier tour comprendra un entretien en personne à notre siège de New York. 60 finalistes pour 24 bourses. J'avais 40% de chance. Mais les choses n'étaient jamais égales. L'entretien était un vendredi à New York, à plus de 1,300 km. Mon compte bancaire affichait $912. Un vol de dernière minute coûtait au moins $430. Le reste partirait dans l'hôtel, et mon loyer était dû dans 13 jours.
J'allais fermer mon ordinateur quand Riz a frappé à la porte. Frankie, on dirait que tu as vu un fantôme. Je lui ai montré l'email. Elle a hurlé. Littéralement. Tu y vas. J'ai dit, Ri, c'est impossible. Je n'ai pas l'argent. Le bus coûte 59 $. Il part jeudi soir et arrive vendredi matin. Je vais te prêter l'argent. Je ne peux pas te demander ça. Tu ne me le demandes pas. C'est moi qui te le dis. Elle m'a pris par les épaules. Frankie, c'est ta chance. Tu n'en auras pas d'autre. Alors, j'ai pris le bus. 9 heures de route, toute la nuit. Arrivé à Manhattan vers 5h15 du matin, avec un torticolis, et un blazer emprunté dans une friperie. La salle d'attente était remplie de candidats impeccables, avec des sacs de créateurs. Des parents protecteurs, et une confiance naturelle. J'ai regardé ma tenue d'occasion et mes chaussures usées. Je pensais que je n'étais pas à ma place. Puis, je me suis rappelé les mots du docteur Carter. Tu n'as pas besoin d'être à ta place. Tu dois leur prouver que tu mérites d'y être. 12 jours après l'entretien, je marchais vers mon travail quand mon téléphone a vibré. Objet, Bourse Whitfield. Je me suis arrêté net sur le trottoir. Un cycliste m'a contourné en m'insultant. Je ne l'ai pas entendu. J'ai ouvert l'email. Chère Miss Delaney. Nous sommes ravis de vous informer que vous avez été sélectionnée comme boursière Whitfield pour la promotion 2025. J'ai lu le message 3 fois, puis 4. Je me suis assise sur le trottoir et j'ai pleuré. Mais pas discrètement. Les gens me fixaient alors que de gros sanglots m'échappaient. 3 ans d'épuisement, de solitude et de détermination farouche sortaient d'un coup, là. Devant le café. J'étais une boursière Whitfield, scolarité complète, 12 000 $ par an pour vivre. Et la possibilité d'être transféré dans n'importe quelle université partenaire de leur réseau. Ce soir-là, le docteur Carter m'a appelé. Francesca, je viens d'avoir la nouvelle. Je suis tellement fier de toi. Merci pour tout. Il y a autre chose, a-t-elle ajouté. La bourse Whitfield vous permet d'être transféré pour votre dernière année. La liste inclut l'université de Whitmore. Whitmore. L'école de Méline. Si vous demandez le transfert, a expliqué le docteur Carter, vous obtiendrez votre diplôme avec les plus hautes distinctions. Et le boursier Whitfield prononcera le discours de clôture. Mon souffle s'est coupé. Francesca, vous seriez major de promotion. Vous feriez le discours devant tout le monde. J'ai pensé à mes parents, assis dans le public pour le grand jour de Méline. Totalement inconscient de ma présence. Je ne fais pas ça par vengeance, ai-je admis doucement. Je comprends. Je le fais parce que Whitmore propose le meilleur programme pour ma carrière. Je comprends aussi. Mais s'il te voit briller, c'est juste un bonus. J'ai pris ma décision cette nuit-là et je n'en ai parlé à personne dans ma famille. 4 semaines après le début de mon dernier semestre à Whitmore, c'est arrivé. J'étais au 3e étage de la bibliothèque. Niché dans un coin avec mon manuel de droit constitutionnel. Quand j'ai entendu une voix qui m'a glacé le sang. Oh mon Dieu, Francesca. J'ai levé les yeux. Méline se tenait à 2 mètres de moi, un latte glacé à la main, la bouche bée. Qu'est-ce que tu? Comment tu? Elle ne parvenait pas à finir sa phrase. J'ai fermé mon livre calmement. Salut, Méline. Depuis quand tu étudies ici? Maman et papa n'ont rien dit. Maman et papa ne savent pas. Elle a cligné des yeux. Comment ça, ils ne savent pas? Exactement ce que je viens de dire. Ils ignorent que je suis ici. Méline a posé son café, me fixant comme si j'étais un fantôme. Mais comment? Il ne paie pas pour ça. Alors, comment as-tu fait? J'ai payé moi-même. Pour Whitmore. J'ai fait transférer ma bourse. Les mots flottaient entre nous. L'expression de Méline a changé, confusion, incrédulité.
Et quelque chose qui ressemblait à de la honte. Pourquoi tu n'as rien dit? Je l'ai fixée. Ma sœur jumelle. Celle qui avait reçu tout ce qu'on m'avait refusé. Celle qui ne m'avait pas demandé comment je survivais depuis 5 ans. Est-ce que tu as seulement posé la question? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. J'ai ramassé mes livres. Je dois aller en cours. Francesca, attends. Elle m'a attrapé le bras. Est-ce que tu nous détestes? Et la famille? J'ai regardé sa main sur ma manche, puis son visage. Non, ai-je répondu calmement. On ne peut pas détester quelqu'un dont on a fini par ne plus se soucier. J'ai dégagé mon bras et je suis parti. Ce soir-là, mon téléphone a explosé d'appels manqués. Maman, papa, Méline. Je les ai tous mis en sourdine. Quoi qu'il arrive désormais, ce serait selon mes termes, pas les leurs. Méline les a appelés immédiatement. Je le sais parce qu'elle me l'a raconté plus tard. Elle est là, a-t-elle dit à peine la porte de son appartement franchie. Francesca est à Whitmore. Elle est là depuis septembre. Selon Méline, le silence à l'autre bout du fil a duré 12 secondes. Puis la voix de papa, c'est impossible. Elle n'a pas l'argent. Elle a parlé d'une bourse. Quelle bourse? Elle n'est pas qualifiée pour une bourse. Papa, je l'ai vue à la bibliothèque. Elle dit. Je vais m'en occuper. Papa m'a appelé le lendemain matin. C'était la première fois qu'il m'appelait de lui-même en 4 ans. Francesca. Nous devons parler. C'est quoi cette histoire? Méline dit que tu es à Whitmore. Tu as fait un transfert sans nous le dire. Je ne pensais pas que ça vous intéresserait. Un silence. Bien sûr que ça m'intéresse. Tu es ma fille. Ah bon? Les mots sont sortis sans amertume, juste comme un fait. Tu as dit que je n'en valais pas l'investissement. Tu t'en souviens? Silence. Francesca, c'était il y a 5 ans, dans le salon. Tu as dit que je n'étais pas spécial et qu'il n'y avait pas de retour sur investissement avec moi. Je ne me souviens pas avoir dit. Moi, je m'en souviens. Encore un silence. Puis, on pourra en discuter en personne à la remise des diplômes. Nous venons pour la cérémonie de Méline. Et je sais que tu seras là. Papa. J'ai raccroché. Il n'a pas rappelé. Cette nuit-là, assise dans mon petit appartement que je payais moi-même. J'ai réfléchi à cette conversation. Il avait oublié, ou choisi d'oublier. De toute façon, il ne m'avait jamais vu. Pas vraiment. Mais dans 3 mois, il me verrait. Et ce ne serait pas parce que je l'aurais forcé à regarder. Ce serait parce qu'il lui serait impossible de détourner les yeux. Les semaines précédant la remise des diplômes ont été étrangement calmes. Je savais qu'ils arrivaient. Maman, papa, Méline. Toute l'unité de la famille parfaite descendait sur le campus pour célébrer le grand succès de Méline. Ils avaient réservé un hôtel, prévu un dîner, commandé des fleurs. Ils n'avaient toujours pas l'image complète. Méline leur avait dit que j'étais à Whitmore, mais elle ignorait tout de la bourse Whitfield. Elle ignorait que j'étais major de promotion. Elle n'avait aucune idée qu'on m'avait demandé de prononcer le discours d'ouverture. Le docteur Carter a appelé pour prendre des nouvelles. Elle faisait le déplacement pour assister à l'événement. Voulez-vous que je prévienne votre famille pour le discours? Non, ai-je répondu. Je veux qu'ils l'entendent en même temps que tout le monde. Elle a gardé le silence un instant. Ce n'est pas pour les faire souffrir? Non, ai-je répondu honnêtement. C'est pour dire la vérité. S'ils sont dans le public, c'est leur affaire. Reese est venue pour la cérémonie. Elle m'a aidé à choisir une robe. C'était le premier vêtement neuf, non acheté en friperie, que je m'offrais depuis 2 ans. Bleu marine, simple, élégante. On dirait une PDG, a-t-elle commenté. J'ai envie de vomir. C'est probablement la même chose. Je n'ai pas pu dormir la veille.
Pas vraiment par nervosité. Je me demandais comment je me sentirais en les voyant. Est-ce que la vieille douleur reviendrait? Est-ce que je voudrais qu'ils souffrent autant que moi? J'ai fixé le plafond jusqu'à 3 heures du matin. Ce que j'ai découvert m'a surprise. Je ne cherchais pas la vengeance. Je ne voulais pas qu'ils souffrent. Je voulais simplement être libre. Bonjour à tous. J'aimerais faire une pause un instant. Si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille, ou si vous savez ce que c'est que de travailler 2 fois plus dur pour moitié moins de reconnaissance, partagez votre expérience dans les commentaires. J'aimerais savoir combien d'entre nous ont traversé cela. Et si vous aimez l'histoire, cliquez sur le bouton like. Ça aide beaucoup. Maintenant, retour au matin de la remise des diplômes, le 19 mai. Le temps était presque ironique, un soleil radieux et un ciel bleu pur. Le stade de Whitmore pouvait accueillir 3,200 personnes. À 9h30, il était presque plein. Les familles affluaient, des fleurs des ballons partout. Le bruit des conversations excitées remplissant l'air. Je suis arrivé tôt et je me suis glissé par l'entrée réservée aux professeurs. Ma tenue différait de celle des autres diplômés. Je portais la toge noire standard, oui. Mais sur mes épaules se trouvait l'écharpe dorée de la major de promotion. La médaille de boursière Whitfield était épinglée sur ma poitrine. Son bronze brillant dans la lumière du matin. J'ai pris place dans la section VIP, devant la scène. Réservée aux étudiants d'honneur et aux orateurs. Méline prenait des selfies avec ses amis à environ 8 mètres de là. Elle ne m'avait pas encore vu. Mes parents étaient assis au premier rang du public, pile au centre. Les meilleures places. Papa portait son costume bleu marine, celui des grandes occasions. Maman avait une robe de couleur crème et tenait un énorme bouquet de roses sur ses genoux. Entre eux se trouvait une chaise vide, probablement pour poser les manteaux et les sacs. Pas pour moi. Jamais pour moi. Papa réglait son appareil photo, se préparant à capturer le moment de Méline. Maman souriait et faisait signe à quelqu'un. Ils avaient l'air si heureux. Ils ne savaient rien. Le président de l'université s'est approché du pupitre. La foule s'est tue. Mesdames et messieurs. Bienvenue à la cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2025 de l'université de Whitmore. Applaudissements. Cris de joie. Je suis resté immobile, les mains jointes. Dans quelques minutes, ils appelleraient mon nom et tout changerait. J'ai regardé mes parents, leurs visages impatients. Leur caméra prête pour le moment de gloire de Méline. Bientôt, ai-je pensé, vous allez me voir. La cérémonie a suivi son cours. Discours de bienvenue, remerciements, diplômes honorifiques. Puis, le président est revenu au pupitre. Maintenant. C'est un immense honneur pour moi de vous présenter la major de promotion de cette année et boursière Whitfield. J'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer. Une étudiante qui a fait preuve d'une résilience exceptionnelle. D'une excellence académique va d'une force morale admirable. Ma mère s'est penchée pour dire un mot à mon père. Il a hoché la tête, a ajusté l'objectif de son appareil et l'a pointé vers Méline. Je vous prie d'accueillir Francesca Delaney. Pendant un bref instant, rien ne s'est passé. Puis, je me suis levé. 3,200 paires d'yeux se sont tournés vers moi. J'ai marché vers le pupitre, mes talons claquant sur le sol de l'estrade. Mon écharpe dorée oscillant à chaque pas. La médaille Whitfield brillait sur ma poitrine. Et depuis le premier rang, j'ai vu le visage de mes parents se transformer. La main de mon père s'est figée sur son appareil. Le bouquet de maman a glissé sur le côté. La confusion d'abord, c'est qui? Puis la reconnaissance, attends, c'est? Le choc. Ce n'est pas possible. Puis, plus rien qu'un silence pâle va sidérer. Méline a tourné la tête vers la scène. Sa mâchoire s'est décrochée. Je l'ai vu articuler mon nom, Francesca. Je suis arrivé au pupitre. J'ai ajusté le micro. 3,200 personnes applaudissaient. Mes parents, non. Ils restaient là, figés, comme si quelqu'un avait mis leur existence entière sur pause. Pour la première fois de ma vie,
ils me regardaient, vraiment. Pas Méline, pas à travers moi. Moi. J'ai laissé les applaudissements s'éteindre. Puis, je me suis penché vers le micro. Bonjour à tous. Ma voix était calme, assurée. On m'a dit, il y a 5 ans, que je n'en valais pas l'investissement. Au premier rang, la main de ma mère a volé vers sa bouche. L'appareil photo de mon père pendait, inutile, à son côté. Alors, j'ai commencé à parler. On m'a dit que je n'avais pas ce qu'il fallait. Ma voix résonnait dans tout le stade. On m'a dit de ne pas trop attendre de moi-même. Parce que les autres n'attendaient rien de moi. Cependant, alors que 200 personnes écoutaient dans un silence absolu, j'ai appris à attendre plus. J'ai parlé des 4 boulots, des 5 heures de sommeil. Des dîners de ramen et des livres d'occasion. J'ai parlé de ce que cela signifie de créer quelque chose à partir de rien. Pas pour prouver aux autres qu'ils ont tort, mais pour se prouver à soi-même qu'on a raison. Je n'ai cité aucun nom. Je n'ai pointé personne du doigt. Je n'en avais pas besoin. Le cadeau le plus précieux que j'ai reçu n'est pas un soutien financier ou des encouragements. C'est la chance de découvrir qui je suis. Sans avoir besoin de la validation de quiconque. Ma mère pleurait au premier rang. Ce n'étaient pas les larmes de fierté et de joie habituelles d'une remise de diplôme. C'était quelque chose de rare, qui ressemblait à du deuil. Mon père restait immobile, fixant le pupitre comme s'il voyait une étrangère. Peut-être que c'était le cas. À tous ceux à qui l'on a déjà dit « tu n'es pas assez », j'ai marqué une pause. Pour laisser les mots s'installer. Vous l'êtes. Vous l'avez toujours été. J'ai regardé cette mère de visage, les autres diplômés, les parents qui s'étaient sacrifiés. Et ma propre famille, assise là comme des statues de pierre. Je ne suis pas ici parce que quelqu'un a cru en moi. Je suis ici parce que j'ai appris à croire en moi-même. L'ovation qui a suivi a été tonitruante. Les gens se sont levés. 3,200 personnes acclamaient une fille qu'ils n'avaient jamais rencontrée. Je me suis écarté du pupitre. En descendant de la scène, j'ai vu Charles Kensington III, le fondateur, qui m'attendait. Mais il n'était pas le seul. La zone de réception bourdonnait de champagne va de félicitations. Je serrai la main du doyen quand je les ai vus s'approcher. Mes parents, avançant dans la foule comme s'ils marchaient dans l'eau. Papa est arrivé le premier. Francesca. Sa voix était rauque. Pourquoi tu ne nous as rien dit? J'ai accepté un verre d'eau pétillante d'un serveur, j'en ai pris une gorgée. Est-ce que tu as seulement posé la question? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Maman est arrivée à ses côtés, le mascara coulant sur ses joues. Ma chérie, je suis tellement désolé. Nous ne savions pas. Vous ne saviez pas parce que vous avez choisi de ne pas voir. Ce n'est pas juste, a commencé papa. Juste? Le mot est sorti calmement. Vous m'avez dit que je ne valais pas l'investissement. Vous avez payé des millions pour l'éducation de Méline et vous m'avez dit de me débrouiller. C'est ce qui s'est passé. Maman a voulu s'approcher. J'ai fait un pas en arrière. Francesca, s'il te plaît. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Et c'était vrai. La colère s'était consumée depuis longtemps, remplacée par quelque chose de plus pur. Mais je ne suis plus la même personne qui a quitté votre maison il y a 5 ans. La mâchoire de papa s'est crispée. J'ai fait une erreur. J'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire. Tu as dit ce que tu pensais. J'ai croisé son regard. Tu avais raison sur un point. Pourtant, je n'en valais pas l'investissement. Pas pour toi. Mais j'en valais chaque sacrifice que j'ai fait pour moi-même. Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Charles Kensington III est apparu à mes côtés. Miss Delaney, discours brillant. La fondation est fière de vous. J'ai serré sa main sous les yeux de mes parents. Le fondateur de l'une des bourses les plus prestigieuses du pays traitait leurs filles sans valeur. Comme un trésor. Je les ai vus comprendre à ce moment-là, tout le poids de ce qu'ils avaient manqué. De ce qu'ils avaient jeté.
Quand Monsieur Kensington s'est éloigné, je me suis retourné vers eux. Ils semblaient plus petits, soudainement. Je ne vais pas prétendre que tout va bien, ai-je dit. Parce que ce n'est pas le cas. Francesca, s'il te plaît, a murmuré maman. Est-ce qu'on peut juste parler, en famille? Nous sommes en train de parler. Je veux dire, vraiment parler. Viens à la maison pour l'été. Laisse-nous. Non. Le mot était ferme. J'ai un travail à New York. Je commence dans 12 jours. Je ne rentrerai pas. Papa a fait un pas en avant. Tu nous coupes les ponts? Comme ça? Je fixe des limites. Il y a une différence. Qu'est-ce que tu attends de nous? Sa voix s'est brisée. Pour la première fois, j'ai vu mon père avoir l'air perdu. Dis-moi ce que tu veux, et je le ferai. J'ai réfléchi à la question. Je ne veux plus rien de vous. C'est ça, le but. J'ai pris une inspiration. Mais si vous voulez parler, vraiment parler. Vous pouvez m'appeler. Je répondrai peut-être. Ou pas. Cela dépendra de si vous appelez pour vous excuser. Ou juste pour vous donner bonne conscience. Maman pleurait encore. Nous t'aimons, Francesca. Nous t'avons toujours aimé. Peut-être, ai-je dit. Mais l'amour, ce ne sont pas juste des mots. Ce sont des choix, et vous avez fait les vôtres. Méline est apparue au bord du cercle, hésitante. Francesca. Elle a marqué une pause. Félicitations. Merci. Pas d'embrassade, pas de réconciliation larmoyante, mais pas de cruauté non plus. Je t'appellerai à l'occasion, lui ai-je dit. Si tu veux. Elle a hoché la tête, les yeux humides. Ça me plairait. Je me suis retourné et je suis parti. Je ne fuyais pas, j'avançais. Le docteur Carter m'attendait à la sortie, un sourire discret aux lèvres. Tu as bien agi, a-t-elle dit. Je suis libre, ai-je répondu. Et pour la première fois, c'était vrai. Les ondes de choc ont commencé avant même qu'il quitte le campus. À la réception, j'ai vu les prises de conscience se propager. Madame Hargrove, du club local, s'est approchée de ma mère. Caroline. Je ne savais pas que Francesca était à Whitmore. Et boursière Whitfield. Tu dois être si fière. Le sourire de ma mère semblait lui faire mal. Oui, nous sommes très fiers. Comment avez-vous fait pour garder le secret? Si ma fille gagnait ça. Je le mettrais sur des panneaux publicitaires. Ma mère n'a pas trouvé de réponse. Au fil des semaines, les questions se sont multipliées. Les partenaires commerciaux de papa l'interrogeaient sur moi. J'ai vu le discours de votre fille en ligne. Une histoire incroyable. Vous avez dû vraiment la pousser pour qu'elle excelle autant. Il ne pouvait pas leur dire la vérité. Qu'il avait fait l'inverse. Méline m'a appelé 4 jours après. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa ne parle presque plus. Il reste juste assis là. Je suis triste de l'apprendre. Vraiment? J'y ai réfléchi. Je ne veux pas qu'ils souffrent, mais je ne suis pas responsable de leurs sentiments. Un silence. Francesca. Je suis désolé. J'aurais dû demander. J'aurais dû faire attention. J'étais juste tellement absorbé par mes propres affaires. Je sais que tu n'avais aucune raison de remarquer. J'ai marqué un temps d'arrêt. Aucun de nous n'a choisi la façon dont ils nous ont élevés. Mais nous pouvons choisir ce qui se passe ensuite. Est-ce que tu me détestes? Non. Et je le pensais. Je n'ai pas l'énergie de détester qui que ce soit. Je veux juste avancer. Est-ce qu'on peut peut-être prendre un café un jour? Recommencer à zéro. J'ai pensé à ma sœur. Cette fille qui avait tout eu et qui s'était retrouvée les mains vides d'une autre manière. Oui, ai-je dit. J'aimerais bien. 10 semaines plus tard, j'étais dans mon nouvel appartement à Manhattan. C'était petit, un studio.
2 fenêtres donnant sur un mur de briques, une cuisine de la taille d'un placard. Mais c'était à moi. J'avais signé le bail avec mon premier salaire chez Morrison & Associates. L'un des meilleurs cabinets de conseil financier. Poste débutant, de longues heures, mais je n'avais jamais été aussi heureuse. Le docteur Carter m'a appelé un samedi matin. Comment la grande ville te traite-t-elle? Épuisant, excitant. Tout ce qu'on m'avait prédit. Elle a ri. Ça me semble juste. Je suis fier de toi, Francesca. Je le sais. Merci pour tout. Riz est venue me voir le week-end suivant. Elle est entrée dans mon studio. A regardé autour d'elle et a déclaré que c'était exactement aussi petit et déprimant que prévu. Puis, elle m'a serré si fort que je ne pouvais plus respirer. Tu l'as fait, Frankie. Tu l'as vraiment fait. Un soir, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Manuscrite, 4 pages. L'écriture de ma mère. Chère Francesca. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Je ne suis pas sûr que je le ferai à ta place. Elle parlait de ses regrets, des 1000 petites façons dont elle m'avait laissé tomber. Elle disait qu'en me voyant sur cette scène, elle avait réalisé qu'elle regardait une étrangère. Qui était pourtant sa fille. Je sais que je ne peux pas effacer le passé, mais je veux que tu saches que je te vois. Maintenant. Je vois qui tu es devenu. Et je suis tellement désolé de ne pas t'avoir vu plus tôt. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis, je l'ai pliée soigneusement je l'ai mise dans le tiroir de mon bureau. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Pas pour la punir, mais parce que j'avais besoin de temps pour savoir ce que j'avais envie de dire. Si tant est que j'ai quelque chose à dire. Pour une fois, le choix m'appartenait. Nous arrivons presque à la fin, mais je dois vous demander, si vous étiez à ma place. Pardonneriez-vous à vos parents? Commentez oui si vous leur pardonneriez, non si vous ne le feriez pas, ou peut-être si. Comme moi, vous auriez besoin de temps. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Nous avons encore beaucoup d'histoires comme celle-ci à venir. D'accord, voici comment tout cela s'est terminé. J'avais l'habitude de penser que l'amour était quelque chose qui se méritait. Que si j'étais assez intelligente, assez performante, mes parents finiraient par me voir. Que leur approbation était le prix à la fin d'une course invisible. 5 ans de lutte m'ont appris autre chose. On ne peut pas forcer quelqu'un à vous aimer de la bonne façon. On ne peut pas mériter ce qui aurait dû être donné librement. Je regarde ma vie aujourd'hui. Mon appartement, mon travail, mes amis qui m'ont choisi. Et je réalise une chose. C'est moi qui ai construit tout ça. Chaque morceau. Pas par colère, pas par dépit, mais par nécessité. Le rejet de mes parents ne m'a pas brisée. Il m'a reconstruite. La fille qui était assise dans ce salon il y a 5 ans. Désespérée d'obtenir l'approbation de son père. Elle n'existe plus. À sa place se trouve une femme qui sait exactement ce qu'elle vaut. Certains soirs, j'y pense encore. Les dîners de famille où je n'étais pas invité, les photos de Noël sans mon visage. Les sommes astronomiques dépensées pour ma sœur alors que je mangeais des ramen. Ça fait encore mal, parfois. Je ne pense pas que la douleur s'arrête jamais complètement, mais elle ne me contrôle plus. Le pardon, ce n'est pas innocenter l'autre. C'est lâcher prise sur sa propre douleur. Je n'en suis pas encore là. Pas totalement. Mais j'y travaille. Et pour la première fois, je le fais pour moi. 7 mois après la remise des diplômes, mon téléphone a sonné. Papa. J'ai failli laisser sonner. Presque. Allô, Francesca. Sa voix était différente. Fatiguée. Merci d'avoir décroché. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Silence. Puis, je le mérite. J'ai attendu. Je réfléchis chaque jour depuis la remise des diplômes, j'essaie de trouver quoi te dire. Il a marqué une pause. Je ne trouve rien qui soit à la hauteur. Alors dis juste la vérité. Un autre long silence. Je me suis trompé.
Pas seulement sur l'argent, surtout. La façon dont je t'ai traité. Les choses que j'ai dites, les années où je n'ai pas appelé, pas demandé. Sa voix s'est brisée. Je n'ai pas d'excuses. J'étais ton père et j'ai échoué. Je l'ai écouté respirer à l'autre bout du fil. Je t'entends, ai-je fini par dire. C'est tout? Qu'est-ce que tu attendais? Je ne sais pas. Je pensais que peut-être. Tu me dirais comment réparer ça. Ce n'est pas à moi de te dire comment réparer ce que tu as brisé. Nouveau silence. Tu as raison. Il semblait plus vieux que je ne l'avais jamais entendu. Tu as absolument raison. Mais, j'ai pris une inspiration, si tu veux essayer, je suis prête à te laisser faire. Vraiment? Je ne promets rien. Pas de dîner de famille. Pas de faux semblants. Mais si tu veux une vraie conversation, honnête, sans détour, j'écouterai. C'est plus que ce que je mérite. Oui, ça l'est. Il a ri. Un petit rire brisé. Tu as toujours été la plus forte, Francesca. J'étais juste trop aveugle pour le voir. Oui, ai-je dit. Tu l'étais. Nous avons parlé encore quelques minutes. Rien de profond. Juste deux personnes essayant de trouver un terrain d'entente au milieu des décombres. Ce n'était pas encore le pardon, mais c'était un début. Cela fait 3 ans maintenant. Je suis toujours à New York, toujours chez Morrison & Associates. Bien que j'ai été promu 3 fois. Je commence mon MBA à Columbia cet automne, financé par mon entreprise. La gamine qui mangeait des ramen va dormir 5 heures par nuit? Elle aurait du mal à me reconnaître, mais je ne l'ai pas oubliée. Je la porte avec moi chaque jour. Méline et moi nous voyons pour un café 2 fois par mois. C'est parfois gênant. Nous apprenons à être sœurs à l'âge adulte. Ce qui est étrange car nous ne l'avons jamais vraiment été enfants. Mais elle essaie. Je le vois bien. Mes parents sont venus me voir il y a 6 semaines. C'était leur première fois à New York. C'était inconfortable, un peu guindé. Papa a passé la moitié du temps à s'excuser. Maman a passé l'autre moitié à pleurer. Mais ils sont venus. Ils se sont présentés à ma porte, dans ma ville, dans la vie que j'ai bâtie sans eux. Ça signifiait quelque chose. Il y a 6 semaines, j'ai signé un chèque pour le fonds de bourse d'Eastbrook State. 12,000 $, anonymement, pour les étudiants sans soutien familial. Riz a pleuré quand je lui ai dit. Frankie, tu es littéralement en train de changer la vie de quelqu'un. Quelqu'un a changé la mienne. J'ai repensé au docteur Carter, au service au café à l'aube. À la nuit où j'ai mis en favori la bourse Whitfield sans y croire. J'ai repensé au chemin parcouru. Si vous regardez ceci et que mon histoire résonne en vous. Si vous avez été ignoré ou sous-estimé par ceux qui étaient censés vous aimer le plus, écoutez bien. Ils avaient tort. Ils ont toujours eu tort. Votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui la voient. Ce n'est pas un chiffre sur un chèque, ni une place sur une photo. Votre valeur existe, que quelqu'un sur cette planète le reconnaisse ou non. J'ai passé 19 ans à attendre que mes parents me remarquent. J'en ai passé 5 de plus à prouver que je n'avais pas besoin d'eux. Et vous savez ce que j'ai appris? L'approbation que je poursuivais n'allait jamais combler le vide en moi. Seul moi pouvais le faire. Où que vous en soyez dans votre parcours, sachez qu'il est correct de se protéger. Il est correct de fixer des limites. Il est correct de décider que vous comptez plus que le maintien d'une paix artificielle. Et il est correct de pardonner, mais seulement quand vous serez prêt, pas un instant avant. Vous n'avez besoin de personne pour confirmer ce que vous savez déjà. Vous êtes assez. Regardez-vous dans le miroir et dites-le à voix haute, je suis assez. C'est la première étape. Le reste dépend de vous. Mais je crois en vous. Parce que si une fille qu'on disait, sans valeur, peut se tenir sur une scène devant 200 personnes, alors vous pouvez tout faire.